Hey, bienvenue dans le 4e épisode de Voyage en vrac. Et ça tombe bien parce que je voulais ouvrir cet épisode avec la célébration des 4 ans de ma chaîne. Donc ouais, joyeux anniversaire. Je voulais faire un petit bilan, mais il n'y aura pas grand chose à dire parce que en fait, je me suis rendu compte, waouh, ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne et j'ai pas forcément l'impression d'avoir glow up, d'avoir évolué. Si, quand même, en termes de qualité par rapport à la première vidéo, allez pas la voir. Par contre, allez l'écouter, quoique même la qualité audio elle est horrible. Mais je présente des livres ultra ouf et des gros coups de cœur. Mais en termes de qualité quand même, si. Mais après, c'était difficile de faire pire vu la gueule de la vidéo. Mais je suis un peu frustrée parce que ça fait 4 ans que je me dis ouais, je vais acheter une bonne caméra, mais ça fait 4 ans que je filme avec un téléphone, avec une audio qui varie en fonction des saisons, en fonction du téléphone. Et c'est assez rageant. J'attends d'avoir un revenu stable pour investir dans une bonne caméra. Vraiment, je flash sur le Osmo Pocket 3 là que tout le monde se trimballe. À chaque fois, je bave dessus, mais c'est un coût de 600-700 euros. Donc voilà, je résiste, mais c'est vraiment mon but ultime. Et surtout qu'avant, j'avais peur d'investir dans une caméra et au final abandonner un peu la chaîne YouTube. Mais plus le temps passe et plus je sens que la flamme de la passion ne s'éteint pas. Parce que ça me fait toujours hyper plaisir de partager ma passion autour de la littérature, de parler également de d'autres œuvres et de pouvoir fangirler un peu en direct comme ça sur le tas. Ça me fait de trop bons souvenirs vraiment. Du coup j'ai pas du tout envie d'abandonner, donc je pense que c'est un projet qui peut encore se dérouler sur quelques années et que ce sera rentable d'acheter une caméra. Voilà pour les perspectives, mais ça fait 4 ans que je vous dis dans plein de vidéos, vous inquiétez pas, je vais bientôt avoir une caméra et ça fait 4 ans qu'il y a rien, il y a aucune caméra à l'horizon. Je suis désolée mais je vous jure, juste donnez-moi un taf. En termes de contenu, est-ce que j'ai eu des changements? Je sais pas, je crois que non. Si, j'essaye d'être un peu plus ambitieuse dans mes projets, enfin ambitieuse à mon échelle, hein, mais je vais quand même continuer dans mon petit coin à faire des projets où voilà, ça me challenge un peu, que ce soit au niveau du montage, au niveau des critiques d'analyse, au niveau de ma zone de confort. Le gros projet le plus récent, ça a été donc le vlog lecture commune sur le roman Tessie avec Ludivine, ma pote. Et ça a constitué beaucoup d'heures, voire de jours de montage, mais vraiment aucun regret. En fait, si j'ai quand même quelques regrets parce que en la revisionnant, en la corrigeant et tout, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de défauts. J'aurais pu raccourcir encore plus, cutter un peu mieux. C'est juste que, en fait, comme la vidéo est super longue, sur mon logiciel de montage, ça bug de ouf. Et du coup, j'ai du mal à cutter vraiment. Et au bout d'un moment, ça me fatigue. Donc, il y avait des moments où j'avais un peu la flemme, je l'avoue. Également, avec Ludivine, on s'était pas forcément concerté sur certaines choses, genre ce qui relève du spoil ou pas. Du coup, il y a des choses que elle est réticente à mentionner, tandis que moi, je mentionne parce que je me dis que c'est dans une romance, du coup, forcément, ce sont des choses prévisibles. Voilà, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. En voyant l'évolution du vlog, ça fait un peu bizarre parce que, genre, bref, je spoil pas trop, mais notre avis final, c'est pas vraiment en cohérence avec notre avis tout du long peut-être de l'œuvre, donc ça peut être un peu désarçonnant, je sais pas trop, mais bon, ça fait partie de l'expérience de lecture, parfois c'est imprévisible, c'est pas très rationnel, on va dire comme ça. Mais j'aimerais beaucoup m'investir dans ce genre de grosses vidéos où voilà, je lis beaucoup et j'essaie vraiment d'argumenter sur mes critiques. Par exemple des vlogs spéciaux grosse saga où je lis tout d'une traite, le vlog sur Nevermore, ma vie, mon bébé. Oh franchement, ouais, j'ai pas en tête toutes les vidéos que j'ai fait cette année-là, la dernière année qui s'est écoulée par rapport à ma chaîne, mais je crois que ma vidéo préférée ça a été vraiment mon vlog lecture commune en quelque sorte avec du spoil du tome 4. Attendez, je vais là. Du tome 4 de Nevermore. Vraiment les souvenirs que j'ai avec cette vidéo, mais ça m'a capturé dans des moments mais tellement puissants et tellement significatifs et mémorables lors de mon expérience de lecture. Mais l'inconvénient c'est que c'est pas accessible à tout le monde puisque ça spoil et qu'en plus c'est le tome 4 quoi. Donc voilà, mais bon ça c'était vraiment juste un plaisir personnel. En termes de visibilité, alors là, je stagne pas mal. En fait, j'essaie de pas trop être amère en quelque sorte, parce que quand j'ai commencé, pendant plusieurs mois, ça avait stagné à genre 12 abonnés, dont 11 étaient mes amis. Genre, j'étais comme une dingue, j'étais waouh, ma vidéo elle a fait genre 20 vues, c'est-à-dire il y a 20 personnes peut-être qui ont vu. Et du coup, j'étais trop contente, je me dis, mais c'est dingue. Et du coup, là, j'essaye un peu de relativiser en me disant que là, j'ai beaucoup plus d'abonnés, mais c'est vrai que ça stagne et que c'est bizarre parce que je me dis, j'essaie de poster des vidéos régulièrement, mais ça marche pas. Mais je sais qu'il y a plusieurs tips de promotion, de communication sur la chaîne. Genre, je pourrais faire beaucoup plus d'efforts, c'est juste que je suis pas à l'aise en communication pour promouvoir mon propre contenu. Je manque de confiance en moi, je suis trop timide. Je trouve quand même ça bizarre.
En fait, je trouve ça ouf d'un côté, vraiment sur une grande partie des choses, je trouve ça ouf qu'il y ait des gens qui écoutent ou qui regardent mon contenu et qui apprécient, qui regardent plusieurs de mes vidéos, qui écoutent plusieurs de mes critiques. Je me dis, il y a des inconnus qui prennent le temps pour ça et après parfois ils commentent et tout. Je me demande, mais waouh, merci. Genre vraiment, je suis émerveillée, mais il y a une petite part de moi, si je me concentre un peu trop, je me dis, waouh, c'est-à-dire là, il y a des inconnus qui me regardent, qui connaissent mon existence et en tant qu'anxieuse de la vie, introvertie et tout, j'avoue ça me fait un peu bizarre. Et du coup j'essaie de pas trop me sentir dessus parce que sinon je vais finir par trouver ça vraiment creepy et ça va me paralyser. Mais voilà, j'essaie quand même d'être reconnaissante parce que je me dis que même si par exemple il y a que 20 personnes qui regardent plusieurs de mes vidéos, franchement c'est déjà énorme, genre des 20 inconnus qui aiment mon contenu, bref. Merci, merci, merci. Mais du coup il y a des petits tips apparemment pour promouvoir par exemple dans chaque vidéo, rappeler qu'il ne faut pas hésiter à s'abonner, à commenter. Et en fait c'est quelque chose, j'ai du mal avec parce que moi quand j'entends ça dans une vidéo, ça va pas forcément m'enjoindre à appuyer sur le bouton d'abonnement ou de laisser un commentaire. Je fais de moi-même si j'en éprouve l'envie, l'inspiration. Et du coup j'ai jamais eu l'impression que ça m'influence dans une quelconque mesure. Et j'ai vu une vidéo où il y avait une fille qui disait qu'en fait c'est important, que en vrai c'est utile. Donc je sais pas, est-ce que pour vous c'est utile? On vous rappelle, du coup bah n'hésitez pas à vous abonner, même si je me dis mais vous le savez en fait, vous êtes grand, je sais pas. Et en termes de vues, je suis allée voir et c'est vrai que ouais ça stagne aussi, mais en vrai ça va. Franchement, je me dis c'est pas grave, je le fais pour moi, même si parfois c'est un peu décourageant parce que du coup je passe des heures sur une vidéo en termes de montage et un peu également en termes de tournage. Ça dépend des vidéos. Écoute, tu te dis après, ouais mais à la sortie il y aura pas grand monde qui va vraiment la visionner. Donc c'est c'est un peu démotivant. Mais après je me dis je le fais surtout pour moi quoi, pour me garder des souvenirs de lecture et faire une chaîne qui me ressemble. Après il y a également peut-être le critère de chance qui rentre en compte. Mais en vrai, quand je m'assois et je me dis waouh, en 4 ans quand même, j'ai fait autant de vidéos, j'ai réussi à être assidue, régulière, plus ou moins, il y a eu des périodes où je prenais des pauses, mais sinon, globalement, j'ai été quand même régulière. Franchement, je peux être fière de moi parce qu'il y a plusieurs projets que j'essaie de mener, que j'ai abandonnés, genre des projets d'écriture. J'avais un blog sur un manga, attends, lui, j'ai tenu 15, 16, 17, 18. J'ai tenu 5-6 ans, de moins en moins régulièrement, mais quand même, si en vrai j'arrive quand même à être régulière, mais au bout d'un moment ça arrive à un stop et à une certaine lassitude, donc après je passe à autre chose. Mais pour l'instant sur la chaîne ça a l'air de bien se maintenir, du coup je prie pour que la flamme ne s'éteigne pas. Voilà. Pour la suite, qu'est-ce que je vous promets? Alors je vous promets pas une caméra, hein, je vais être honnête, mais je vous promets d'être régulière, plus ou moins régulière. On verra en fait. On verra. En fait, ça dépend de mon inspiration. Mais j'ai plein d'idées de vidéos. Ah oui, et également, j'aimerais bien changer le background de mes vidéos parce que là, du coup, il y a plein de mangas. Et en fait, là, il y a une partie manga et là, c'est la partie roman. Et en fait, j'aimerais bien intervertir et mettre les romans plutôt en priorité avec des mangas qui m'ont vraiment marqué. Parce que là, c'est pas du tout représentatif de moi. En fait, cette bibliothèque, je l'ai organisée, j'ai rangé en 2014-2015. Et du coup, il y a des mangas, c'est plus d'actualité dans mes goûts personnels. Ça ne me ressemble pas vraiment, ce décor. J'aime beaucoup la partie des illustrations parce que c'est coloré, ça me ressemble et je mets en avant des personnages d'amour que j'adore et des œuvres incroyables. Mais là, pour mettre en avant des livres, ce serait cool. Et voilà. Ça, c'est un petit truc également à noter. On a déjà assez tergiversé sur la partie anniversaire, joyeux anniversaire, blablabla. On s'en fout. Maintenant, on va passer à la culture, aux livres. J'avais un peu noté mes envies d'achat, les sorties qui vraiment me bâment le plus. Il y a évidemment le tome 4 de Nevermore de Jessica Townsend qui est sorti en français le 12 février chez Pocket Jeunesse. Par contre, je suis confuse parce qu'apparemment c'est le tome 4, mais c'est juste la partie 1 du tome. Donc il a été divisé en deux. Ça m'intrigue un peu parce que du coup là ça tire dans un tome et peut-être que la langue française elle est beaucoup plus longue dans sa traduction que la version VO. Mais je trouve ça un peu dommage parce que en même temps je voulais faire la promotion de mon vlog lecture commune avec du spoil sur ce tome là. Comme ça j'allais vous dire si vous allez vous le procurer, n'hésitez pas à lire en même temps que vous regardez mon vlog lecture commune. Comme ça c'est comme si vous étiez en lecture commune avec moi. Et comme ça on partage nos émotions, notre passion, ce qu'on a pensé
de Jupiter, parce que dans ce tome... Bref, voilà, vous avez compris. Mais bon, je peux pas parce que c'est juste la partie 1 du tome 4. Si vous voulez, bah, vous me dites à quel moment le tome 4 se termine et je vous dis à quel moment de la vidéo il faut que vous coupez, que vous arrêtez. Je sais pas, j'essaye de faire la promotion mais je suis un peu maladroite. J'ai pas trop l'habitude, mais n'hésitez pas s'il vous plaît parce que cette vidéo elle compte beaucoup pour moi et je pense qu'elle pourrait faire passer un bon moment. Objectivement parlant, vraiment sans vouloir me jeter des fleurs. Si, je me jette des fleurs quand même, mais pas. Et apparemment, la partie 1 du tome 4 se finit sur un cliffhanger de malade. Donc là, je suis pas encore allée en librairie, mais j'aimerais bien y aller pour voir à quel moment ça s'arrête. Et voilà mon dilemme. Je me dis que ça sert à rien que j'achète la version française, parce que toutes mes expériences, tout mon sang et les larmes versées sont concentrées dans ce tome-là, qui en est imprégné de la première à la dernière page. Et du coup, ça sert à rien que... Genre j'achète un autre tome que je vais pas forcément lire, mais en même temps c'est juste pour la collection quoi, mais est-ce que ça vaut le coup? Sachant que financièrement, bah bon, j'ai pas beaucoup de liberté. Et d'un autre côté, je me dis ce serait bien de me le procurer déjà en guise de souvenir, en guise de soutien à l'autrice, également pour la collection, mais surtout parce que j'ai envie de revivre certaines scènes mémorables du tome 4 dans la langue française. Je trouve que ça rajoute un certain charme et voir comment ils ont traduit certains trucs et tout. Donc pourquoi pas, je me dis, mais peut-être pas pour tout de suite, c'est pas l'un de mes achats urgents, mais j'aimerais bien pour pouvoir feuilleter et pouvoir me replonger en quelque sorte dans l'univers. Oh, il y a tellement de trucs, il y a tout ça que j'ai envie de voir en version française, vous voyez, tout c'est possible. Du coup j'ai trop hâte d'aller en librairie pour zioter sur le tome 4, même si c'est pas pour l'acheter, mais vous savez ce sentiment où vous avez tellement aimé un livre et du coup quand vous allez en librairie et que vous le voyez, vous avez l'impression de revoir un vieil ami, et, ou alors votre enfant, vous êtes en mode oh il est trop mignon et tout, et après vous êtes trop content et ça refait votre journée. Bah c'est exactement ça avec Nevermore pour moi. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo coup de cœur sur pourquoi il faut lire Nevermore, c'est garanti sans spoil, celle-là. Et voilà, bon, j'arrête de blablater sur Nevermore parce que je peux en faire pendant des heures. Dans mes envies d'achat, j'ai pu me procurer un des livres de cette liste, qui est le tome 3 de Persona de Yelena, qui est publié en auto-édition ici, parce que apparemment Hachette Roman n'a pas voulu renouveler le contrat. Je leur crache dessus, mais vraiment comment vous pouvez nous laisser sur une fin pareille à la fin du tome 2. Si vous allez voir mon vlog sur Persona, je suis dans un état, je suis en mode mais voilà, mais regardez-moi ce jaspage, waouh waouh waouh, dédicacé parce que c'était lors, hop là, c'était lors d'un festival dont j'en parle en long, en large, en travers, en diagonale, à gauche, à droite, dans mon vlog précédent. Oh, ça a craqué, c'est pas grave. C'est trop beau, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'aimerais également beaucoup lire Le sang et la mer de Adrien Thomas, publié chez Rajo. Adrien Thomas, pour moi, c'est une valeur sûre en termes de fantasy. J'aime trop comment il construit ses univers. C'est à la fois dense et je trouve très compréhensible, très accessible, hyper addictif. En fait, il arrive vraiment à mêler cette richesse, cette densité avec le fait qu'on n'arrive pas à s'arrêter de lire, et c'est trop gratifiant je trouve de comprendre les mécanismes de ces univers parce qu'à chaque fois c'est tellement riche, c'est tellement bien complexe mais c'est bien expliqué, du coup c'est hyper satisfaisant à lire. Et j'aime bien tout le côté représentation, diversité également qu'il met de manière naturelle. J'ai quasiment eu un coup de cœur pour Vaisseau d'Arcane, j'ai adoré ces livres plus young adultes, Engrenage et Sortilège et Dragon et Mécanisme, et Le sang et la mer ça me donne trop envie. Je me dis je vais passer un excellent moment de lecture, genre c'est sûr quoi. Ensuite, j'aimerais parler, vous savez peut-être, sur des séries que je regarde. Voilà, est-ce que vous, d'ailleurs, vous en regardez? Est-ce que vous avez regardé les séries que j'ai mentionnées? Il y a un peu plus d'un an, je me suis mise à Buffy contre les vampires. Là, je suis dans les derniers épisodes de la saison 7, donc je suis dans les derniers épisodes de la série. Et franchement, je suis trop contente d'avoir donné une chance à Buffy parce que au début, j'étais un peu réticent. Je me dis, ouais, mais c'est super long, ça a peut-être mal vieilli. Alors oui, en termes d'effets spéciaux, parfois ça pique un peu les yeux, mais c'est franchement pas du tout dérangeant par rapport au propos qui est tellement riche, qui est tellement bien foutu en termes de métaphores un peu des galères en adolescence ou au passage à l'âge adulte. Tout ce que les personnages y traversent, ça peut être hyper relatable, mais sous le prisme de l'imaginaire, des créatures fantastiques, et c'est super bien fait. Il y a plein d'épisodes
où c'est franchement bien réfléchi et ça permet d'accentuer ce qui fait l'humain. Je sais pas comment dire, mais les galères de l'humanité, ça va pas être édulcoré par la part fantastique. Au contraire, soit ça va être renforcé, au contraire, ça va pas faire de l'ombre à ce qui se passe réellement dans la vie réelle, dans la vie normale, où en fait tu sens que c'est encore plus grave, c'est encore plus tragique et encore plus violent que ce qui peut se passer avec genre des vampires, des créatures surnaturelles et tout. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais il y a un équilibre entre vie réelle et surnaturel qui est vraiment bien fait pour accentuer tous les messages et nous permettre de réfléchir, nous permettre de vraiment être investi dans chacun des épisodes. Également les vibes féministes, également ça a été un plaisir de découvrir tout ça à travers la figure de Buffy évidemment. Le fait que Buffy c'est une fille qui est féminine, genre elle aime bien se pimper un peu, en fait elle est hyper girly et elle est trop belle. Et en fait, à chaque fois qu'elle va se battre, s'engager dans des missions périlleuses et tout, elle est hyper bien apprêtée. Genre, à chaque fois, à chaque épisode, je suis en mode waouh, mais elle est trop stylée et tout. Et en vrai, ça fait du bien. Je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose de très rafraîchissant. Genre, elle se laisse pas abattre par toutes les catastrophes là. Elle a toujours un petit moment à elle pour se pimper un peu. Et en plus, elle est trop badass, elle est trop stylée. Je la trouve également très humaine. Parfois, elle va prendre des décisions. C'est assez frustrant parfois, mais j'arrive pas à lui en vouloir parce que tu te rappelles que c'est encore une jeune fille après une jeune femme et que c'est normal quoi, qu'elle fasse en quelque sorte des erreurs ou qu'elle soit pas forcément cohérente dans ses choix. Pareil pour d'autres personnages où en fait les personnages ils sont écrits de manière imparfaite. Après il y a des moments où c'est insupportable pour certains, pour d'autres c'est relatable et j'arrive à compatir et j'apprécie justement cette imperfection là. Pour m'attarder un peu sur le cast de personnages, j'aime beaucoup les personnages féminins, vraiment. Genre, je trouve que c'est elles qui portent l'univers, qui portent le propos de manière vraiment cool. Déjà, il y a Buffy, héroïne incroyable. Il y a Willow, sa meilleure amie. J'adore aussi également son évolution. Elle fait super rire. Elle arrive à grandir, à prendre en assurance. Il y a des moments qui sont vraiment tristes, enfin, genre dans la saison 6. Il y a Tara avec qui elle a une relation lesbienne et apparemment ça a été hyper libérateur pour l'époque parce que ça a pu aider à ouvrir à la représentation de ce genre de relation dans les séries télé. Il y a la mère de Buffy, il y a Cordelia dans les premières saisons, après elle disparaît et c'est horrible parce que c'était mon personnage féminin préféré et elle a ce côté sassy, bitch et tout, elle est hyper honnête mais ça fait super mal et elle a pas de filtre et ça c'est trop bien, elle était trop drôle et apparemment le réalisateur qui est un gros connard détestait l'actrice, il a évincé de la série, en tout cas elle a son propre aventure dans une série spin-off, Angel. Et apparemment elle est super maltraitée son personnage, genre je me suis spoilée et genre c'est horrible ce qu'on lui fait subir et ce qu'elle va devoir faire à cause du scénario qui est vraiment tout pété. Au niveau des personnages masculins, alors c'est là que ça pêche un peu, alors déjà Giles c'est l'un des rares persos masculins green flag. C'est mon homme, mais vraiment, il a ce côté nerd, bibliothécaire, assez élégant, avec cet accent britannique, il est protecteur, c'est un peu la figure paternelle avec les autres, il a ce côté un peu awkward, un peu maladroit, mais quand il le faut, il prend les armes, il peut être menaçant, il peut être badass, et ça fait son effet, vu le contraste avec comment il est habituellement. Et ça me fait de l'effet. On va passer aux choses qui fâchent. Les personnages masculins. Xander, dans les premières saisons, c'est la personne que je déteste le plus au monde. Non mais ce mec, c'est un gros sexiste misogyne, hyper possessif, il coche tous les red flags, il était insupportable. C'est pas le genre de personnage où tu te dis oh il est imparfait et tout, non parce qu'il se remet jamais en question, et apparemment il agit comme un peu une projection du réalisateur, donc ça explique beaucoup de choses, parce qu'il est odieux avec Cordelia, avec les autres filles, il est hyper possessif avec ses amis, et c'est... En fait, il est horrible, mais quand il passe à l'âge adulte, dans les saisons suivantes, bah, il est beaucoup plus touchant, beaucoup plus relatable, et comme c'est purement platonique et amical, les relations qu'il entretient avec ses amis, et qu'il n'y a plus de choses ambiguës, de drama ambigu, machin truc et tout, qui m'ont trop saoulé, et bah, il est plus ouvert, il est plus vulnérable, il est plus supportive avec elle, et ça fait du bien, et il y a des moments où j'ai pleuré parce qu'il faisait des discours vraiment touchant. Son rôle à la fin de la partie 6, de la saison 6, j'ai pleuré, j'étais en mode mais waouh. Vraiment à la fin de la saison 6, en fait les fins de chaque saison, elles font de l'effet, enfin elles sont vraiment cool. J'ai adoré la fin de, je crois que c'est à la fin de la saison 2. Franchement j'ai aimé, après on va passer à ce personnage. Mais la fin de la saison 6, la fin de la saison 5 elle est incroyable.
On me l'avait prévenu mais je m'attendais pas à ça, donc j'étais vraiment contente. La fin de la saison 6, j'ai pleuré pour Xander, quoi. Je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive alors que je le détestais, alors qu'il était imbuvable pendant les 3-4 premières saisons. Mais là, m'a touché. Et il y a des moments encore où il est relou, mais il arrive à se remettre en question et du coup je me laisse m'attendrir parce que j'aime beaucoup les personnages quand ils arrivent à communiquer et à s'excuser. Avant de passer au deux Love Interest, j'aimerais parler un peu des relations. En fait, ce que j'aime bien, qui a été vraiment une super bonne surprise, c'est que la série met en avant les amitiés et les familles, les relations qui sont complémentaires, qui sont fortes, qui sont puissantes, qui évoluent, qui essuient également leur lot de drames, de douleurs, mais du coup elles en ressortent encore plus fortes et ça fait vraiment du bien, genre la relation entre Buffy et Willow, enfin vraiment des petits moments d'amitié, des petits détails, des petits trucs comme ça qui me touchent vraiment et auxquels je suis vraiment sensible et que c'est ça que je recherche dans les séries, dans les relations. Et ça c'est vraiment cool. Là, pareil avec Xander dans la dernière saison où c'est un amour, enfin il est trop cool avec Willow, avec Buffy. Il y a Dawn aussi, Buffy avec Dawn, avec sa mère. Je suis contente et je suis rassurée parce que avant quand j'entendais parler de Buffy, j'entendais surtout parler de est-ce que t'es team Angel ou team Spike et ça me saoulait d'avance en fait. Et en fait on parle très rarement des amitiés alors que c'est mis autant en avant que les romances, c'est même plus prononcé je trouve que les romances. Mais il y a quand même des petits trucs en romance qui me... Donc on peut basculer sur Angel et Spike. Angel, je suis désolée, c'est un gros poteau. Mais poteau, pas dans le sens un pote, mais P-O-T-E-A-U. Il sert à rien. C'est juste un figurant. Son jeu d'acteur est merdique. Il est figé, il est rigide, il est frigide. Il n'y a pas d'émotion. Alors que c'est ironique parce que c'est censé être le vampire qui a une âme. Mais il a pas. Ce que j'aime pas, c'est qu'il est réduit à sa relation avec Buffy, il sert qu'à ça. Et c'est ça que je reproche au Love Interest de Buffy, c'est que les relations extérieures avec les autres personnages sont pas forcément si approfondies que ça. Et avec Angel, c'est grave, hein. C'est grave parce qu'il y a vraiment rien du tout. C'est le néant. Et je comprends pas comment Buffy a pu flasher sur. Oh, et en plus, c'est un petit spoil, hein, mais il fallait que je le dise, Angel, il a commencé à flasher, à crocher sur Buffy quand elle était au collège, quand elle avait 14 ans. Et c'est un vampire, donc lui il a une centaine, des centaines d'années quoi. J'ai toujours eu un problème avec ce age gap dans les séries, avec les vampires, les créatures surnaturelles et tout. Je comprends pas. Surtout quand la personne elle a 16-17 ans. Et même quand la personne a genre 20-21 ans, donc est majeure, j'arrive pas à comprendre parce que moi à 20-21 ans j'étais encore paumée dans la vie. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont quand même matures pour leur âge. C'est horrible de pas sortir de ce contexte. Mais même 20-21 ans tu te cherches encore en fait. Je crois que c'est à 25 ans où ton cerveau se forme vraiment. Mais bon, voilà, donc pour moi, c'est des prédateurs. Et je comprends pas comment on peut romantiser, glamouriser ça. Mais bon, non, c'est tellement mainstream que je peux plus vraiment râler parce que bah, est-ce que ça sert à quelque chose quoi. Bref. Après, on a eu Spike. Alors, Spike, je suis tourmentée parce que de la première saison à la moitié de la sixième saison, il est génial. Il est trop drôle. Il est fun. C'est une vraie bouffée d'air frais par rapport à Angel. Après, on sait que Spike il est toxique, hein, c'est un serial killer et tout, mais ça va pas lisser tout ça en fait. Pendant tout le long, il y a des moments où voilà, il est horrible, mais il y a aussi des moments où il est un peu plus touchant. Et là, pour le coup, il a des moments touchants avec d'autres personnages autres que Buffy, notamment avec les membres de la famille de Buffy. Et même si c'est ténu, mais j'apprécie l'effort. Et c'est un personnage qui est complexe parce que il a l'air d'avoir plus d'âme que les vampires en dépit du fait qu'il n'a pas d'âme. Ce qui m'a agréablement surprise, c'est que Spike, il a des moments hyper pitoyables. Mais c'est absurde, c'est ridicule, ça le tourne en ridicule, mais c'est bien fait, en fait c'est fait exprès. Et du coup c'est trop drôle et je trouve que ça, je sais pas comment dire, ça démystifie un peu ce personnage. Parce qu'au lieu de créer un personnage qui soit vraiment juste hyper badass, hyper charismatique et tout, on joue plutôt la carte de l'humour et de l'absurde et du ridicule. Et ça m'a charmé, c'est marrant, et au moins bah, il a de la personnalité par rapport à Angel. Angel, lui, il est pathétique, il y a des moments où il est pitoyable, mais il le fait pas exprès, et je pense pas que ce soit fait exprès. C'est vraiment fait pour nous pousser à nous inquiéter pour lui un peu, mais en fait, il est juste pitoyable et c'est juste drôle, voilà. Mais ce qui me dérange avec Spike, c'est que dans la saison 6, vers la fin, il fait une chose abominable. Et en fait, même au début de la saison 6, ou de la saison 5, je sais plus, il fait un truc horrible. En fait, quand il développe des sentiments avec Buffy, c'est vraiment le mec hyper possessif, hyper toxique. Vraiment, vraiment, vraiment red flag.
Après, il y a des gens qui justifient ce qu'il a fait et comment il est, avec deux raisons. Je sais pas. La première raison, c'est que le réalisateur détestait la popularité que gagnait Spike dans la série, et qu'en fait cette popularité gâchait la série, alors que pas du tout, parce que je trouvais que c'était un argument justement pour promouvoir Buffy, tellement le personnage était populaire et bien construit dans les premières saisons. C'est pour ça que le réalisateur, il a écrit le personnage de Spike pour qu'il en vienne à commettre ces atrocités-là. Des choses qu'on va pardonner très très difficilement, voire c'est impossible à pardonner. Et du coup, c'est surtout dû à un caprice du réalisateur et comme une sorte de vengeance vis-à-vis de l'acteur. Je comprends, et d'un autre côté, il y a des gens qui disent que Spike, en vrai, il a pas d'âme. Au final, c'est un vampire qui a pas d'âme, donc il a pas forcément la même boussole morale que nous, et il connaît pas les mêmes limites que les humains. Le truc, c'est que Spike, tout du long, il a un caractère qui peut être toxique. Avec Buffy, il y a des moments où vraiment il est dégueulasse, il est immonde, mais en fait c'est cohérent avec le personnage. Moi ça m'a choqué dans le sens où c'est un peu une prise de risque narrative pour balayer toute once de sympathie qu'on pourrait éprouver pour Spike, mais en termes du personnage, ça me choque pas tellement parce que dès le début tu sais que c'est un vampire, c'est un serial killer et tout, donc en vrai il a dû commettre pas mal de trucs horribles quoi. Donc voilà, et dans la saison 7, je vais pas spoiler, mais il y a un revirement de psychologie en lui. Et je trouve qu'on passe trop facilement au-dessus de ce qu'il a commis ou essayé de commettre et tout. Je sais pas si je veux être plus ouverte avec lui. Et en plus, dans la saison 7, je trouve qu'il est beaucoup plus barbant. Ouais, il a plus cette flamme, cette petite étincelle de funky, d'énergie qu'il y avait dans les premières saisons. Et c'est dommage. Voilà, je trouve qu'il est un peu plus lisse. Il n'est pas arrivé au même stade d'ennui que Angel, mais je sais pas. En fait, ouais, ça a coincé à la fin de la saison 6 et j'arrive pas à avancer depuis. Je tique quand je vois qu'il y a plein de gens qui disent ah, mais Spike et Buffy, ils sont faits l'un pour l'autre. On va oublier ce que Spike fait à Buffy dans la saison 6. Enfin, vraiment, il a une emprise psychologique, mais c'est horrible. Et comment tu peux romantiser ça? Et même à la fin, Buffy, elle dénonce cette glamourisation de l'amour passionnel en disant, bah en fait, ça peut être toxique et dévastateur, et voilà, ça peut être hyper dangereux. Mais j'ai l'impression que c'est encore romantisé, quoi. Bref, voilà, je suis un peu deg, donc je vais voir d'ici la fin de la saison. On verra. Mais sinon, globalement, j'aime trop. Franchement, c'est grave drôle, la série est grave drôle, il y a beaucoup d'émotions, les créatures, les intrigues sont vraiment bien pensées, ça joue avec plusieurs registres parfois. Il y a des épisodes qui sortent du lot parce que l'ambiance, parce que la mise en scène est assez spéciale, et franchement c'est trop cool. Ça dynamise la série, mais de manière hyper convaincante et vraiment hyper rafraîchissante. Donc voilà, je vous conseille si vous n'y êtes pas encore mise. Et j'ai trop hâte de terminer Buffy en partie pour pouvoir lire ce bouquin qu'on m'a prêté, Buffy ou la révolte à coups de pieux de Marion Olité, publié chez Le Duc. J'aime trop écouter, lire des ouvrages analytiques sur des séries, des œuvres et tout. Et là ça donne trop envie parce que ça plonge vraiment de manière analytique et approfondie dans ces métaphores des angoisses des adolescents, du passage à la vie adulte, enfin tout le côté un peu métaphorique et ce que ça en dit, et j'imagine le côté féministe, les valeurs qui sont dirigées et tout. Le truc c'est que ça spoil du début à la fin, donc il faut que j'attende, et ça a l'air trop intéressant, donc j'ai trop hâte de le lire. Et j'aimerais également parler de mon avancée dans Miraculous, parce que du coup j'ai fait une pause dans Buffy pour plutôt avancer dans Miraculous, et je suis à la saison 4 et waouh, il se passe plein de trucs. Miraculous, j'ai commencé, je parle trop vite, je suis désolée, et j'ai eu une longue période de pause parce que je me disais ouais mais c'est hyper redondant, enfin le schéma narratif et tout. Et en fait dans les saisons 3 et 4, surtout dans la saison 4, ça change un peu parce qu'il y a plus de complexité, il y a plus de nuances, il y a plus d'enjeux qui prennent de plus en plus de place par rapport au schéma de base dans la saison 1. Et ça j'aime bien. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça met en avant les autres personnages, que ce soit en amitié, parce que du coup Marinette et Adrien, ils développent des amitiés avec leurs camarades de classe, et c'est vraiment bien mis en avant le pouvoir d'amitié et comment ça peut empower, genre je sais pas comment dire, et comment ça peut te compléter et t'aider à t'élever et te faire du bien. Également le fait que les personnages secondaires, tu sens qu'ils peuvent être les héros, les héroïnes de la série, parce qu'il y a plusieurs fois ils viennent en aide à Ladybug et Chat Noir, et tu vois que comment eux, elles, ont leur propre force, leur propre faiblesse également, mais leur propre identité, et que en fait, en quelque sorte, on a toutes et tous des Miraculous en nous, plus ou moins cachés, mais on a cette force potentielle en nous d'être de super héros, héroïnes, et je trouve que c'est vraiment bien fait. Ça met en avant plusieurs profils
divers et variés de personnages, de personnalités, et montrer que, ouais, il y a un côté très inclusif, que ce soit même au niveau de la représentation, parce que je crois qu'il y a un couple lesbien. Au niveau de ce jeu d'identité avec Ladybug, Chat Noir, Marinette, Adrien, franchement j'aime trop. Je suis rarement romantique, mais là, genre, je suis trop prise au jeu parce qu'il y a des moments de tension, des moments où je me dis waouh, là, ça y est, ils vont se révéler leurs identités, ça va cafouiller quelque part, le papillon noir va découvrir leur identité. À chaque fois, c'est, je sais pas comment dire, mais ça arrive à me maintenir en haleine de plus en plus. Et comme bah, on avance de plus en plus dans les saisons, et bah je me dis à un moment donné, c'est quand qu'il va y avoir la révélation, est-ce que c'est à ce moment-là? Et du coup, il y a cette tension, il y a ce maintien en haleine qui est super efficace. Et j'aime beaucoup l'humour. Marinette, elle est un peu trop obsesse parfois, mais après c'est trop drôle. Il y a des moments entre Adrien, Marinette, Sash, Ladybug, Chat Noir, qui m'attendrissent. Vraiment, je suis prise au jeu également au niveau de la romance. Mais j'ai peur que quand ça va se concrétiser, et bah ça perd en intérêt. En tout cas, moi, mon intérêt s'étiole parce que bah, ça s'est concrétisé. Il y a plus ce côté platonique. Ça te fait un peu trépigner sur ta chaise en mode ah, c'est trop mignon et tout. Si je savais, genre, parce qu'il y a des trucs de quiproquo, il y a des trucs de communication, des jeux de communication qui sont assez amusants à voir. S'il n'y a plus ça, parce qu'ils ont révélé leur identité, ils ont déclaré leurs sentiments, bah. Parce qu'à un moment, il y a un épisode où ça te montre un peu ici. Voilà, Adrien il découvre que Ladybug c'est Marinette et du coup il tombe amoureux de Marinette et tout. Et je trouvais que ça perdait en complexité en quelque sorte parce que je pensais qu'il y aurait plus de questions soulevées par rapport aux identités, par rapport au fait que leur personnalité change. Enfin, en tout cas, c'est pas les mêmes aspects de leur personnalité qui sont mis en avant selon leurs identités. Bah, je pensais qu'il y aurait plus d'enjeux, plus de réflexion par rapport à ça, mais avec ce scénario hypothétique, tout ça a été balayé pour nous offrir une romance vraiment lisse quoi. Du coup voilà, j'étais un peu déçue, j'espère que ça c'était juste genre un rêve, une illusion qui allait pas se réaliser, qui était trop parfait, trop idyllique pour que ce soit réel, et que dans la réalité ça va au moins s'attarder sur quelques questions par rapport à ce jeu d'identité et à ce que ça dit de nous les Miraculous et tout. Donc voilà pour ça, mais franchement j'aime bien. Oh, j'ai trop hâte d'avancer, j'ai trop hâte. J'ai vraiment en fait, j'aime trop les dynamiques. J'avance dans Miraculous en faisant d'autres choses à côté, en m'exerçant en chinois ou en brodant. Et du coup j'avoue je suis pas trop concentrée sur les combats, mais je suis beaucoup plus attentive à toutes les évolutions de dynamique, à ce côté plus social, plus tranche de vie dans la série. Et c'est ça qui me plaît le plus et franchement j'aime trop. Voilà, est-ce que vous regardez Miraculous? Est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que vous aimez la saison 4? Franchement, la saison 4, il y a une dynamique assez particulière. Le générique, j'aime pas trop le remix du générique. Je préférais le remix des saisons 2 et 3. Bref, voilà. Mais sinon, en termes de contenu, de narration, la saison 4, elle est vraiment addictive. Elle est vraiment prenante. Voilà, dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est la broderie. J'ai découvert une nouvelle obsession, j'aime trop. Je suis pas encore au point parce que ça fait tout juste 2 mois que je suis mise à la broderie. Et mon but, c'est de pouvoir broder des panels de manga. Parce que à chaque fois que je vois ça passer sur Instagram et tout, j'ai les yeux plein d'étoiles. Je trouve ça trop stylé de pouvoir mettre en avant, de pouvoir rendre hommage à des personnages, à des moments de manga tellement mémorables qui m'ont bouleversée. J'essaie un peu de m'exercer pour des fleurs, pour voilà le côté décoratif, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme. Pour l'instant je suis vraiment concentrée sur l'exercice de broder des panels de manga. Donc si vous voulez voir un peu mon évolution, en gros j'ai commencé avec One Piece. Donc ça, c'est mon tout premier, c'est Sanji. Quand il est tout petit, alors là, mon défaut, mon erreur, ça a été d'utiliser un volume, enfin une épaisseur de fil un peu trop dense pour une petite case comme ça. Et ensuite, là, j'ai fait Sanji quand il est adulte. Là également, j'ai pas utilisé la bonne technique également. Donc là, j'utilise le point arrière et là, j'utilise un autre point, je sais plus ce que c'était. Mais ça donne trop d'épaisseur par rapport à la case, donc c'est pas ouf. Également, j'avais du mal à faire le remplissage. Parce que là il y a trop, c'est en relief comme ça, c'est pas ouf, ça fait pas naturel et du coup je me suis rattrapée avec ce panel de Luffy, ce moment incroyable, l'un des meilleurs moments de Luffy. Euh, je pourrais pas vous spoiler mais c'est dans l'arc Wall Cake, ce qu'il dit à Sanji, c'est incroyable, et sa petite bouille et tout. Là j'ai mieux réussi le volume avec les cheveux, je sais pas si vous voyez, c'est plus plat et beaucoup plus naturel je trouve. C'est une technique... je me rappelle plus du nom de la technique. Mais en gros, tu alternes entre les longs points et les points courts. Et ça prend du temps, mais c'est trop satisfaisant à la fin.
Et en vrai j'aurais dû varier le ton de nuances de noir, de gris, notamment pour les égratignures parce que là ça fait un peu trop peut-être. Ensuite j'ai essayé de faire un panel de Buccellati issu de JoJo's Bizarre Adventure, mon personnage préféré. Le truc c'est que, je sais pas si vous voyez le style graphique de JoJo's Bizarre Adventure, il y a plein d'effets d'ombre et du coup là comme j'avais que du noir, je voulais attendre pour acheter d'autres nuances, comme ça je varie un peu les nuances. Et pour les cheveux ça va être un peu compliqué parce que y a plein de reflets et là j'avoue que j'ai pas trop bien fait, du coup je sais pas trop, on verra. Mais j'ai trop envie de le faire parce qu'en plus j'ai pris un panel de Buccellati où il est torse nu et ce n'est pas une coïncidence. Ensuite, alors ne me jugez pas parce que en gros j'ai décalqué le modèle avec un feutre qui n'est pas lavable à l'eau et du coup ça a laissé des taches immondes sur le tissu malheureusement. Mais bon, j'ai fait Yuki de Fruit Basket parce que c'est un personnage que je trouve archi sous-coté. C'est l'un de mes personnages préférés, c'est mon personnage préféré de Fruit Basket. Voilà, il y a ce débat entre Team Kyo, Team Yuki, mais Yuki, mais à 1000%. Kyo j'aime bien, mais je trouve que Yuki, son histoire est plus ancrée dans les liens avec les autres. Kyo, son histoire, elle est vraiment tragique, mais c'est plus, je trouve, dans le spectaculaire. Et il tisse principalement un lien, une relation avec Toru, alors que Yuki, il y a une pluralité de relations qui est magnifique à voir. Et son histoire est plus relatable pour moi, je trouve. Voilà, et je trouve qu'il est trop sous-côté, bref. Mais du coup, j'ai commencé... Alors voilà, il y a des taches immondes, mais si on fait pas attention, quoi que ça peut donner un effet un peu en mode c'est ses idées noires, parce que c'est un personnage un peu torturé et tout, bon, voilà, j'essaie d'interpréter. Mais là, du coup, c'est lui quand il rigole pour la première fois dans le manga, sincèrement, et de manière détendue et tout, et c'est trop mignon, et j'aime bien comment j'ai fait les mèches. En vrai, c'est dur de faire les courbes pour que ce soit vraiment bien courbé, mais c'est trop satisfaisant. Donc là, c'est avec le point arrière, on voit vraiment la différence, parce que c'est beaucoup plus naturel, je trouve. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai fait des, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus, des points de nœud. Je suis désolée pour le changement de luminosité. Le point de nœud, je sais pas. Au début, j'avais trop du mal et maintenant j'aime trop, du coup j'en fais plein. Même si c'est, je voulais faire un petit style, mais c'est un peu bizarre. Là, c'est lui quand il est en rat. C'est l'un des meilleurs moments, l'un des moments les plus importants, les plus précieux et les plus bouleversants que j'ai vu dans l'histoire du manga tout entier. Voilà, c'est dans le passé, je vous spoil pas. Mais c'est les larmes qu'il verse, on voit pas trop les larmes, mais je vous jure qu'il pleure. C'est significatif, c'est profondément puissant et c'est ça qui fait la beauté du personnage. Là, c'est un autre moment majeur. Oula, pardon. C'est quand il parle de ses véritables sentiments pour Toru. Parce qu'au début, tu penses que c'est de la romance. Et pas du tout, c'est un truc beaucoup plus complexe, beaucoup plus original en quelque sorte. Et beaucoup plus particulier. Et ça en dit tellement, et c'est magnifique. Vraiment, le fait que l'autrice ait pensé à ça, c'est magnifique. Et du coup là, il a un air plus vulnérable, plus ouvert, et en plus il se confie à son nouvel ami. Et c'est très significatif parce que Yuki, c'est un personnage, waouh, je pourrais disserter sur lui, mais c'est un personnage qui se renferme beaucoup, qui affiche une image qui pense être la bonne, la plus correcte pour se faire accepter des autres, pour correspondre aux standards des autres. Et il a du mal à s'ouvrir à cause de son passé traumatique notamment. Et petit à petit, sa quête pour être fidèle à lui-même, pour s'ouvrir, pour construire sa propre identité, pour s'émanciper des liens toxiques et tout, bah, ça lui permet d'aller à la rencontre des autres. Et c'est magnifique, et du coup voilà. Et mon dernier projet en date, celui que j'ai fait en regardant Miraculous, c'est Sawako du manga Kimi ni Todoke. En tout cas, le manga s'appelle Sawako. Attendez, je lis. Oh, je me suis déboîté les bras. Sawako de Karuo Shina, publié chez Kana. Il existe également en animé et ça s'appelle Kimi ni Todoke. C'est l'un des rares shoujo que j'aime trop regarder parce que j'adhère vraiment à la romance, parce que c'est juste tellement pur en fait. Genre ils s'effleurent la main au bout de 300 chapitres et ils sont dans tous leurs états et tout, et c'est trop mignon et j'aime trop parce que j'allais dire c'est pas prise de tête, mais si, c'est prise de tête parce qu'il y a beaucoup de problèmes de communication, parce que voilà, ils sont timides, parce que Sawako elle a pas l'habitude et elle a un manque d'estime en elle-même et tout, donc c'est réaliste, mais oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon, c'est trop mignon. J'ai voulu broder Sawako parce que d'une part j'aime trop, c'est ma princesse, c'est mon trésor, je suis trop fière d'elle, elle est trop mignonne, et aussi parce que je voulais m'entraîner à broder les cheveux. Comme je vous l'ai dit, ça prend beaucoup de temps, mais en même temps c'est satisfaisant, du coup je voulais m'entraîner un peu, et comme elle a de longues mèches noires, et bah voilà, je voulais faire, donc je fais... Waouh! En vrai ça sort mieux, je trouve, à la caméra que ici, parce que là je vois tous les défauts, en même temps c'est moi qui l'ai fait, du coup je vois plus facilement les défauts, mais voilà, je vous mettrai le modèle pour que vous puissiez comparer.
Donc pour les cheveux, ça m'a pris une saison entière de Miraculous à broder rien que les cheveux. Voilà, ça a pris tellement de temps. Alors pour les défauts, bah par exemple les lèvres, j'essaie de mettre de la couleur, mais j'ai l'impression que ça donne un effet un peu gercé aux lèvres. Donc je sais pas comment faire pour que ce soit lisse. N'hésitez pas si vous avez des tips, n'importe quel tips pour la broderie. Je suis preneuse, voilà, comme je débute ou juste n'hésitez vraiment pas. Pour les reflets dans les cheveux, j'essaye de repasser avec du fil plus clair, mais je trouve que ça fait pas naturel quoi, vous voyez. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, j'ai bien fait les yeux, hein. Franchement, les prunelles avec les reflets et tout, je trouve que j'ai bien géré. Pour la rose, j'ai utilisé la technique la plus simple, la plus rapide, parce que j'avais trop la flemme. Mais si vous avez d'autres techniques pour broder des roses, n'hésitez pas, genre des tutos et tout. Et voilà. Et pour les rougeurs, en fait, sur le modèle original, ce sont des ronds de rougeur. Mais comme je savais pas trop comment faire pour que ça fasse naturel, bah, je fais des traits caractéristiques. Je sais pas si vous voyez des personnages de manga quand ils rougissent. Voilà, en vrai je suis contente. En vrai elle est mignonne, non? Elle est mignonne, elle est mignonne. Après en fait je brode et après je sais pas où les foutre. Parce que j'ai rien pour accrocher. Mais ça me fait du bien. Là mon prochain projet c'est l'atelier des sorciers. J'aimerais broder Kifré qui est le maître des apprenties sorcières. Parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage. J'ai envie de lui rendre hommage. Mais en fait le truc c'est que le style de l'autrice est vraiment fin. Et du coup c'est assez intimidant parce que je me dis est-ce que j'ai le niveau pour broder quelque chose d'aussi fin, d'aussi délicat, avec tellement de détails. Je sais pas, du coup là je suis en train de chercher le modèle parfait, et les modèles que j'ai vraiment envie de broder. Il y en a plein mais il faut faire un choix parce que après ça prend des jours. Qui ferait, j'ai envie de lui rendre honneur parce que l'ironie tragique, poétique de son histoire m'a bouleversée, me hante, m'habite. Franchement ça fait plusieurs vlogs où j'ai essayé de montrer mes broderies. Mais ce que je me dis, bah est-ce que c'est intéressant? Mais après je me dis ouais ça peut être intéressant parce que bah, si vous avez des petits tips, également si vous faites de la broderie, qu'est-ce que vous aimez broder? Voilà, en fait j'aime trop discuter. Genre au dernier salon du livre que j'ai pu discuter avec une dame de broderie, de tricot, de crochet. C'était trop cool, c'était passionnant. Et j'ai trop envie de me mettre au crochet pour pouvoir faire des peluches. Ça fait de trop bonnes idées de cadeaux. Et voilà, voilà, je vous le remontre parce qu'en vrai je suis contente. J'aimerais bien broder Miraculous aussi. Genre la scène du parapluie peut-être avec Adrien et Marinette. J'hésite. Bon bref, j'ai plein de projets, vous m'avez compris. Je vais arrêter de blablater parce que c'est déjà suffisamment long, j'ai déjà pas mal parlé. N'hésitez pas à me faire des updates sur les séries que vous regardez, sur vos projets artistiques, créatifs, sur les livres évidemment. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère vous retrouver pour d'autres petites péripéties comme ça, littéraires, culturelles, artistiques. Et d'ici là, bah, très bonne lecture à vous. Et merci encore et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère, salut!